Bienvenue sur Le Corner, podcast de l'agence La Source dédié au sport et au digital. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ce nouvel épisode Le Corner. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Nicolas Bourreau, fondateur de Hello Sports Biz. Comment ça va, Nicolas? Bonjour Alexandre, merci de m'accueillir, ça va bien. Cool. Je suis super content de t'avoir aujourd'hui avec nous. Je pense que ça va être un super épisode. Donc, avant de se lancer vraiment dans le vif du sujet, est-ce que tu pourrais te présenter rapidement donc ton parcours professionnel et également personnel, ce que tu as fait jusqu'à aujourd'hui et jusqu'à la création de Hello Sports Biz? Alors ouais, très bien, on va commencer par le commencement. Donc je suis un étudiant qui est issu du sport, du marketing sportif et qui a fait une dernière année en école à l'IAE sur de l'entreprise normale. Donc j'ai rapidement eu une ouverture d'entreprise générale avec une appétence pour le sport et c'est exactement ce que je voulais faire. Je voulais travailler dans le sport business mais en ayant une approche d'entreprise plus qu'une approche de sportif. Et j'ai commencé ma carrière dans le sport professionnel, dans le basket professionnel, il y a 15 ans maintenant. Et j'ai quitté un petit peu ce monde-là pour y revenir aujourd'hui en tant que consultant et que fondateur de la newsletter Hello Sport Biz, dans laquelle je partage chaque semaine le meilleur de ma veille, avec une veille sélectionnée, des sujets sélectionnés et analysés autour de l'innovation, des tendances et des bonnes pratiques du secteur. Ok, ok. Et juste pour revenir un peu sur ton parcours avant de parler plus longuement de Hello Sports Biz, comme tu le disais, tu as commencé à travailler donc dans le sport, dans le basket, si je ne m'abuse. Oui. Et puis, tu as un peu switché, donc en restant quand même dans l'univers marketing, communication, mais on a l'impression que tu es parti un peu de cet univers pour y revenir aujourd'hui en tant que consultant, et notamment avec Hello Sports Biz. Est-ce que tu pourrais nous expliquer un peu cette période d'entre-deux où tu as décidé un peu de quitter le sport et pourquoi d'ailleurs? Alors j'ai quitté le sport pour des raisons personnelles. En fait, j'ai rencontré ma femme qui vivait pas du tout où je travaillais à l'époque et il a fallu D'accord. choisir où on allait vivre et la ville où vivait ma femme et où on vit toujours, Lyon, était une ville très agréable. Donc ça, le choix s'est porté sur cette ville et donc j'ai changé de secteur et je me suis rendu compte en fait assez rapidement que toutes les compétences que je pouvais avoir en tant que marketeur ou communicant dans l'industrie du sport pouvaient tout à fait être dupliquées et se faire dans d'autres secteurs. Donc j'ai travaillé dans d'autres secteurs, tout type d'entreprise d'ailleurs. Et puis c'est Mhm. vrai que j'y suis revenu ces derniers temps, mais c'est vrai que j'y étais aussi revenu à une époque où j'avais créé mon entreprise au début des années 2000. J'avais lancé, ou même un petit peu après d'ailleurs, oui, 2012 je crois, j'ai lancé Ouse de Bet. C'était une application de pronostic sportif gratuite à l'époque, euh, Ok. qui, je pensais déjà à l'époque, répondait à une vraie demande. Et c'est vrai qu'il y avait une demande de la part des fans, mais aussi des clubs. Mais c'était une première aventure entrepreneuriale pour moi, tout seul, qui s'est pas forcément bien passée parce que parfois, quand on réussit tout au début de sa carrière et qu'on arrive sur une entreprise entrepreneuriale tout seul, on peut avoir des œillères et ça a été mon Mhm. cas. Et cet échec m'a beaucoup appris ensuite sur l'implication des gens dans la réussite. Et certes, c'est vrai, seul on va plus vite, ensemble on va plus loin. C'est une phrase dite comme ça. Belle Moi, je l'ai devise. vraiment éprouvé et je comprends vraiment le sens qu'il y a derrière tout ça, ce besoin de fédérer les gens et de travailler avec eux. Ok, ouais, c'est vrai qu'effectivement, ce serait trop facile si on arrivait à faire tout du premier coup, et les échecs sont une importante étape dans le parcours professionnel. Et du coup, voilà, donc t'es basé à Lyon aujourd'hui. C'est là que tu as créé Marketize Me, c'est ça? Alors non, je suis pas le créateur de Marketize Me. Ah, le Marketize Me, créateur, d'accord.
C'est un ami qui a créé qui a créé ça et avec qui j'ai travaillé sur certaines missions de consulting, Dans le sport? dont la plupart qui n'étaient pas dans le sport, mais il y avait une grosse mission de consulting dans le sport pour Mhm. un sponsor de maillot d'une grosse équipe de Ligue 1. Mais D'accord. sinon, il y avait aussi surtout à côté d'autres missions qui n'étaient pas du tout dans le sport, elles. D'accord. Et donc aujourd'hui, tu es toujours consultant pour cette agence Alors, je suis et en même consultant. temps, Oui, je te laisse, pardon, finir. ouais, ouais, Dis-moi. et en même temps, du coup, tu es enfin, à mi-temps donc sur cette activité, et à mi-temps sur Hello Sports Biz, ou comment tu t'organises? Quelle est ton activité principale aujourd'hui? Aujourd'hui, c'est vrai que je suis plus trop lié à Marketize Me. Il Ok, faudrait que je remette à jour mon profil LinkedIn sur ça. Je suis indépendant et ok. j'ai repris ce statut d'indépendant depuis septembre. Et aujourd'hui, je consacre beaucoup de temps à Hello Sport Biz, aussi parce que voilà, les missions de consulting, c'est pas favorable en ce moment. Il y en a, mais c'est c'est pas forcément ce qu'il y a le plus. Et puis j'avais envie de lancer cette newsletter. J'avais envie de tester ce format et d'en faire quelque chose, quoi. Mhm. Et justement, du coup, voilà, on va basculer du coup sur Hello Sports Biz. Donc, tu l'as fondé assez récemment. Ouais. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu plus du coup ce que tu fais et qu'est-ce que Hello Sport Biz exactement? Donc, tu nous as dit que c'était une newsletter, mais qu'est-ce qu'il y a dedans? C'est là où c'est intéressant, c'est que dans cette newsletter, il n'y a que des sujets liés à l'innovation, aux tendances et aux bonnes pratiques du sport business, avec un bonus. C'est toujours ma patte entre guillemets de consultant, c'est que j'apporte toujours une première analyse, un premier niveau de lecture pour faire en sorte que Mhm. justement cette newsletter elle ressemble à aucune autre. Euh, Quand vous êtes un marketeur, ce que vous cherchez à faire tout le temps, c'est de rendre votre produit unique. Et c'est ce que j'ai essayé de faire avec Hello Sport Biz, c'est rendre cette newsletter unique, faire de quelque chose, on m'a dit ça, de quelque chose qui nous paraît pas du tout utile, le rendre complètement indispensable au bout du compte et qu'on puisse plus s'en passer, en apportant justement cette valeur ajoutée avec une analyse pour que les gens puissent se dire, OK, on me partage une bonne pratique, on me partage une innovation, on me partage une tendance, c'est bien. Mais si on fait simplement que me relayer des faits, c'est limitant, je trouve. Et moi, justement, j'ai voulu aller plus loin que cet aspect journalistique. Je suis pas un journaliste. Mhm. Donc, relayer les faits, c'est bien, mais j'ai voulu qu'on aille plus loin. J'ai voulu faire en sorte que, justement, Hello Sport Biz offre plus que ça, et qu'elle offre aussi la compréhension, comprendre les mécanismes, le pourquoi Mhm. du comment de chaque innovation, le pourquoi c'est une bonne pratique. Et surtout, en comprenant le pourquoi, c'est comprendre aussi comment on peut se l'approprier et ce que ça peut inspirer pour chacun de mes lecteurs. Moi, mon but, c'est que quand mes lecteurs ont fini de lire ma newsletter, ça puisse les titiller et ils puissent se dire, ah oui, mais j'avais pas réfléchi, mais en fait, ce sujet, je peux tout à fait l'adapter à mon niveau, dans mon club amateur, professionnel ou semi-professionnel, dans ma structure, ma fédé, où je peux l'adapter parce que j'ai compris que elle répondait à tel besoin et en fait, ce besoin-là, je l'ai également dans mon audience. Ouais, tu nourris vraiment chez eux une certaine de réflexion et ta newsletter leur permet d'ouvrir les yeux sur certains sujets ou sur ce qui se fait actuellement dans des organisations sportives et qui pourrait être du coup répliqué au sein de leurs propres organisations. C'est le Euh, but, oui, exactement. d'accord. Exactement, c'est de rendre accessible, c'est de se dire que, parce que c'est vrai que souvent, quand on vous allez chercher les meilleures pratiques, elles viennent souvent aussi, pas toujours, mais elles viennent souvent d'Amérique et des franchises, des grosses franchises du sport US. Mais ce que je voulais absolument, c'était que ça ne reste pas quelque chose d'inaccessible pour les lecteurs qui puissent se dire ça me fait rêver, mais c'est trop loin, c'est des trop gros budgets, c'est un autre monde. Mhm. Ça, je voulais surtout pas. Ce que je voulais, c'est voilà, ils ont fait ça, mais je vais vous expliquer, commencer à vous expliquer pourquoi ils l'ont fait. Et au bout du compte, quand vous comprenez le pourquoi, vous êtes en capacité d'adapter
le process, de pas faire un copier-coller, justement, ça serait l'erreur, mais d'adapter ce que les gros ont fait et de le faire à votre niveau avec vos moyens et avec l'attente qui est celle de vos clients et de vos cibles. Ok. Et sur cette newsletter et donc le travail que tu produis, parce que c'est beaucoup de travail, je suppose. En fait, derrière tout ça, quelles ont été tes motivations? Est-ce que c'est le fait d'avoir travaillé dans des organisations sportives au début de ta carrière et d'avoir entre guillemets vécu peut-être cette situation et du coup tu t'es dit bah voilà moi aujourd'hui en permettant à tout le monde de comprendre un peu ce qui se fait dans le sport. J'espère que ça va faire un peu bouger les lignes chez certaines organisations. Voilà, quelles ont été tes principales motivations derrière ce projet? Alors, ce qui est fou, c'est que j'ai toujours aimé faire de la veille déjà, m'informer, parce que je pense que euh, c'est bien hein, de créer, mais il y a peu de gens qui créent de A à Z quelque chose ou qui vous font vraiment sortir quelque chose de terre qui n'existait nulle part avant. S'inspirer, c'est aussi la création et c'est le principe, à mon sens, d'un processus de création. Et j'ai toujours aimé ça, faire de la veille. J'ai toujours aimé également, au-delà de faire de la veille, c'était la partager. Quand j'étais étudiant, j'avais créé déjà un blog sur lequel j'analysais des sujets autour du basket. Et au-delà d'analyser des sujets autour du basket, j'y allais aussi de mes études de cas concrètes. Je me mettais mes petites problématiques et je les détaillais en disant bon ben voilà, et si on pouvait faire ça, on pourrait le faire comme ça. J'exposais des projets. Donc j'aimais déjà cet aspect de partager parce que je me dis à quoi ça sert quand tu as des idées, à quoi ça sert quand tu as fait de la lecture, tu es allé chercher une information, tu as compris des choses, capté des choses, que ça t'a inspiré, de le garder pour toi. C'est bien, mais c'est super limitant. Donc le but, c'est quand même de le partager, d'essayer d'inspirer des gens. Et puis, c'est aussi montrer comment je réfléchis, comment je fonctionne, comment j'analyse les choses. Et au bout du compte, c'est mon métier, ça, de consultant. C'est ce que je vends aussi. Donc, par ma newsletter. Ça a l'air de bien fonctionner vu que ta newsletter est en pleine expansion. Donc, Oui, exactement. Les gens l'aiment beaucoup. Et c'est vrai que le but, c'est voilà, c'est au-delà de l'aimer, c'est de pouvoir leur montrer, leur dire, bon, ben voilà, un jour vous avez une problématique, vous voulez qu'on en parle, vous voulez qu'on analyse les choses, je suis aussi là. Et l'avantage, c'est que vous savez déjà un petit peu comment je fonctionne. Donc mhm. c'est montrer un petit peu un échantillon, Ouais, si on peut dire. ouais, je vois très bien. Et pourquoi une newsletter? Tu parlais d'un blog que tu avais créé étant plus jeune. Tu aurais pu te dire, voilà, aujourd'hui, on a beaucoup de sites qui te permettent voilà, véhiculer ton travail, les médiums. Tu peux facilement te créer un site via certains outils. Pourquoi tu as choisi une newsletter, ce format-là? Ça, c'est le marketeur, ça. Ça, c'est le marketeur qui a bossé aussi dans l'acquisition client digital. En fait, je pense que dans mon process de travail en tant que marketeur, je suis très orienté client. Et c'est aussi parce que j'ai débuté dans le sport et que dans le sport, on est confronté à un business to fan. Et c'est ce qu'il y a de pire, enfin de pire, de mieux et de pire à la fois quand on bosse en marketing. Et donc, très tôt, moi, je me suis dit que faire venir les gens à soi, c'est bien, mais il faut, les gens ont de moins en moins de temps à vous consacrer, donc c'est à nous de faire les efforts d'aller vers eux. Et c'est vrai que la newsletter, c'est un support qui a une réputation ringard. Au bout du compte, je trouve que c'est très moderne parce que la newsletter, vous la délivrez dans un espace qui appartient à votre consommateur. C'est pas à lui de se déplacer. Vous faites déjà le chemin pour lui. Il y passe tous les jours sur son espace de travail. Donc c'est comme si vous étiez dans la plus grande galerie marchande du monde, hein. Vous êtes dans sa boîte de réception. Et même s'il oublie d'aller sur le web dans la journée, il n'oubliera pas d'aller checker ses emails. Donc c'était aussi un moyen de se dire, c'est le média qui me paraît le plus proche et le plus accessible et le plus simple à consommer. Ensuite, je me suis dit, c'est quand même un média qui a mauvaise réputation et j'aimerais bien voir si on peut en faire
un média à part entière et pas simplement un pont pour envoyer les gens vers un autre site. Si vous lisez ma newsletter, vous la lisez, vous n'avez pas besoin de cliquer sur les liens, sauf si vous avez envie d'approfondir, de connaître les sources. Dans ces cas-là, oui. Mais grosso modo, moi, ce que je vous promets, c'est de vous livrer quelque chose qui se lit en 10, 15, 5, 10, 15 minutes suivant le temps que vous avez consacré. Il y a un peu à lire. Mais en tout cas, quand vous avez lu ça, vous avez une information de qualité et grosso modo, vous avez déjà à peu près compris comment tout fonctionne. Et ça m'intéressait de me dire, voilà, tu crées quelque chose à haute valeur ajoutée qui peut surprendre les gens et qui répond à un besoin de rapidité à l'action. On parle toujours des 2 clics, minimum de 2 clics. Ben voilà, moi, mon média, vous y allez en 1 clic. Et vous n'avez même pas besoin de sortir ou d'ouvrir Internet. Vous avez juste besoin d'ouvrir votre boîte mail, quoi. Et ça, c'était vraiment le but. Et puis, de pouvoir aussi créer quelque chose de privilégié. La newsletter n'est pas accessible si vous la cherchez sur Google. Pour y accéder, il faut être abonné et j'aimais beaucoup cet aspect de privilège. D'accord. Et donc, ce sera pas dans un second temps, tu comptes pas du coup ouvrir un blog ou alors mettre à disposition publiquement ce qu'aujourd'hui tu envoies en privé aux gens qui sont abonnés? Ça, c'est une bonne question. Je pense que il va falloir faire grossir ce média. C'est très certainement une bonne base de départ et de travail qu'il faut faire grossir. Donc, je m'interdis pas à l'avenir de créer un site. Par contre, je pense que la newsletter telle qu'elle existe aujourd'hui restera sur ce format toujours. C'est-à-dire qu'elle restera de cette qualité, elle restera une newsletter où vous avez cet aspect j'informe et j'analyse en 2 temps toujours. Voilà ce qui s'est passé, voilà ce que j'en pense. Ça restera toujours. Après, voilà, la newsletter, j'en sors une par semaine, mais je suis obligé de trancher énormément et de sélectionner énormément. Et il y a plein d'autres choses qui m'intéressent dans ce que je lis. Donc, je partage même pas tout. Donc, c'est vrai qu'il y aurait la place tout à fait d'avoir un site internet un petit peu plus complet. Mais j'aime beaucoup cette utilité de se dire, tu crées un média, il faut qu'il serve à quelque chose et c'est pas juste un relais vers autre chose. Parce que si c'était une newsletter où j'oblige les gens à faire 50 clics, je trouve que ça serait très contraignant et surtout, ça voudrait dire que moi, je ne fais pas d'efforts pour m'adapter à leur mode de consommation et à leur au temps qu'ils ont à y consacrer. Ouais, c'est très intéressant le parallèle entre toi, ta newsletter, les gens qui sont abonnés, donc la relation que tu as et comme tu le dis, comment tu t'adaptes à eux et dans le sport, les fans qui suivent leurs clubs, leurs organisations et du coup comment les organisations et les clubs arrivent à s'adapter à eux pour les engager toujours plus. Et tu m'as fait une bonne passe D aussi sur le fait de lire énormément de choses et de devoir trier. Évidemment, si tu veux pas que ta newsletter fasse 15 pages, enfin qu'elle soit énorme, tu dois faire un travail de tri qui doit être assez frustrant par moment, surtout quand il y a beaucoup de news intéressantes. Comment tu choisis de quoi tu vas parler? Est-ce qu'il y a des thèmes que tu vas prioriser parce que tu connais ton audience ou est-ce que tu vas vraiment au coup de cœur? Quel est un peu voilà ton processus de création là-dessus? Il y a pas de ligne éditoriale établie et rigide sur Hello Sport Biz, mis à part ce que j'ai expliqué avant, c'est-à-dire les 3 piliers, c'est-à-dire on ne partage que de l'innovation, des tendances et des bonnes pratiques, et dans le sport business. Mais sinon, il y a de la billetterie, il y a du sponsoring, il y a de l'activation, il y a tout type de sport. Donc ça, c'est pas un mode de sélection, voilà. Le mode de sélection, c'est quand je lis, est-ce que ça me met le cerveau en fusion ou non? Et surtout, est-ce que ça met mon cerveau de responsable marketing de début de carrière, quoi? C'est-à-dire que je me dis, ouais, quand j'étais en club, si j'avais lu ça, bam, j'aurais pu faire ça, j'aurais pu l'adapter comme ça, et ainsi de suite. Je marchais déjà comme ça à l'époque, et je marche toujours comme ça. Et je me dis, si toi, ton cerveau, ça le titille comme ça, c'est que c'est intéressant. Et hop, tu sélectionnes. Et quand c'est évident, et quand, par exemple, je lis l'article et que dans mes notes, parce que ce que j'écris pratiquement en premier, c'est ce qu'il faut retenir. Parce que tout de suite, quand je lis les idées qui me viennent, c'est tout de suite du comment je peux l'exploiter.
Comment je peux l'adapter? Et c'est les notes que je fais. Et quand les notes que je fais, elles sont cohérentes et qu'elles correspondent vraiment à des problématiques actuelles aussi, hein, je me dis, bah voilà, ça a sa place parce que voilà, ton audience, ça peut l'intéresser et ça peut lui être utile surtout. C'est ce que je me dis. Voilà. Ouais, et puis ouais, voilà, bien sûr, comme tu dis, les bullet points, c'est vraiment ce qu'il faut en retenir. Tu vas à l'essentiel et du coup, ton lecteur se projette beaucoup plus dans ce qu'il peut en tirer et ce qu'il peut en faire lui de son côté. Très intéressant. Et du coup, ouais, j'enchaîne sur un peu plus l'industrie du sport. Vu que tu fais énormément de veille et que tu lis énormément d'articles sur tout ce qui est sport business, sports tech, tu dois avoir une bonne vue d'ensemble aujourd'hui de l'industrie, de ce qui se fait, etc. Quels sont pour toi aujourd'hui les sujets qui prédominent? Quelles tendances observes-tu au sein des organisations sportives et quelles sont les bonnes pratiques que tu vois sur le marché aujourd'hui? Alors, j'ai pas la prétention de tout connaître et d'avoir une vue exhaustive quand même du secteur, même si je fais beaucoup de veille, mais en tout cas, sur ce que moi je peux voir comme source et comme lecture, ce que je retiens, s'il y avait une seule chose que je devais faire ressortir, c'est vraiment l'orientation client qui est en train de prendre notre industrie. C'est ce qui, pour moi, prédomine, au-delà de tout ce qu'on peut penser d'autres comme choses techniques, comme l'OTT, comme le digital, comme si on est sur de l'aspect stratégique, c'est vraiment ça. C'est qu'on passe d'une industrie qui consommait son client à une industrie qui se tourne vers lui de plus en plus. Et ça, je trouve que c'est très bénéfique. Le sport va en sortir grandi, il va avancer. Cette pandémie aussi a aidé énormément cet aspect-là, même si avant la crise sanitaire, les ayants droit, les organisateurs avaient déjà pris conscience quand même de ce besoin de plus écouter son client et de s'adapter à son besoin, aux besoins de son client en proposant des produits et des offres de services beaucoup moins standardisées que ce qui avait pu être fait dans le passé, quoi. Et de s'adapter, voilà, de personnaliser son offre et surtout d'être en adéquation avec l'attente et le besoin client du moment. Et ça, je pense que c'est vraiment le point principal que je retiens dans les différentes choses que je peux lire, c'est qu'on est de plus en plus vers ça, vers l'orientation client et parmi cette orientation client, c'est vers le direct to fan, c'est-à-dire que de plus en plus on saute les étapes, c'est-à-dire qu'il y a de moins en moins d'intermédiaires et que les ayants droit vont de plus en plus relation directe avec leurs clients. Ouais, et puis ça j'ai toujours un peu de mal avec ce terme. Et quand tu t'es dans une organisation sportive, tu sais, tu es plus à parler de tes fans, de ton audience et de ta communauté, même si in fine c'est eux qui te génèrent le business et c'est sur eux que tu gagnes ton pain, on va dire. Mais oui, c'est vrai qu'effectivement il y a cette tendance direct to consumer qui est très prononcée. Et comme tu l'as dit, la pandémie y a joué un grand rôle. Toi, tu es très axé marketing et sponsoring. De ce que je peux lire, enfin, je suis abonné à ta newsletter, j'aime beaucoup la lire et ce sont des verticales qui ressortent beaucoup. Pour toi, qu'est-ce qu'une bonne activation sponsoring aujourd'hui? On parle de plus en plus d'ailleurs de partenariat plus que d'une activation sponsoring. Est-ce que pour toi, voilà, ouais, vraiment, quelles sont les bonnes pratiques pour mettre en place une activation sponsor? Alors déjà, la première bonne activation d'un sponsoring, c'est d'activer. Et honnêtement, c'est la base parce que il y a encore beaucoup d'annonceurs qui voient l'outil sponsoring comme une baguette magique et surtout une fin en soi, c'est-à-dire en pensant que c'est vraiment l'outil qui va tout faire. Le sponsoring n'est qu'un outil, c'est-à-dire que si vous l'utilisez pas, ça fait rien tout seul, hein. Alors si, ça va vous apporter un petit peu de notoriété, mais ne misez que sur ça, eh ben c'est perdre un peu d'argent et c'est pas optimiser du tout le formidable outil justement qu'on vous met entre les mains. Moi, je prends toujours l'exemple, je dis toujours
sponsoring, c'est une pelleteuse. C'est la meilleure pelleteuse du monde, peut-être. Mais en tout cas, c'est qu'une pelleteuse. C'est-à-dire que ça ne fait rien tout seul. Quand on vous livre la pelleteuse dans votre jardin, sur votre terrain, elle démarre pas toute seule, elle creuse pas toute seule, elle fait rien toute seule. Si vous mettez pas quelqu'un qui sait l'utiliser aux commandes, si vous mettez pas un chef de chantier, si vous avez pas une stratégie, si vous savez pas avant ce que vous voulez construire, si vous savez pas quel est le terrain sur lequel vous construisez, le plan d'urbanisme et tout ça, ben vous construisez rien et au bout du compte, votre pelleteuse, ça aura été un investissement qui vous aura rien rapporté et en conséquence, vous vous direz quoi? Et vous direz, ben, une pelleteuse, ça fait rien. Sauf que c'est pas vrai. Une pelleteuse, ça peut faire plein de choses qu'à partir du moment où vous l'activez. Le sponsoring, c'est pareil. Et c'est vrai que on a eu beaucoup tendance dans ce milieu, dans le sport en France, à se dire voilà, je mets tout mon argent pour acquérir des droits. Mais derrière, je les utilise pas parce que j'ai plus d'argent, j'ai pas réservé autant d'argent pour les activer. Et c'est vrai que ça peut paraître bizarre à un annonceur de lui dire vous allez acheter des droits marketing tant d'euros et il faut quasiment mettre tant d'euros pour les utiliser. Mais c'est vrai que c'est ce qu'il faut faire. C'est ce qu'il faut faire. Ça vous viendrait pas à l'esprit d'acheter une voiture sans mettre d'essence dedans. Ben là, c'est pareil. Il faut faire tourner le moteur, quoi. Et le sponsoring est vraiment aussi en train d'évoluer au-delà de cette compréhension des acteurs sur la place primordiale et l'importance de l'activation. Je pense aussi qu'on est en train de comprendre tant les ayants droit que les sponsors, que le sponsoring, c'est pas essentiellement un outil qui peut vous permettre de travailler votre notoriété, votre visibilité et puis vos relations publiques, politiques. C'était beaucoup ça avant. Aujourd'hui, l'avantage, je trouve, de la pandémie, c'est qu'elle a obligé les ayants droit à se dire cette visibilité, cette notoriété, j'ai moins de capacité à l'offrir. Il faut que j'aille vers des KPI différents. Et en fait, on a poussé le sponsoring vers des KPI beaucoup plus concrets, beaucoup plus marketing et beaucoup plus commerciaux, pardon. Et ça, je trouve que c'est très très pertinent parce qu'on passe d'un outil qui était consacré à des budgets communication avant, avec un retour sur investissement et une capacité à mesurer qui était toute relative quand même, il faut être honnête, hein, c'était très très dur d'être capable de mesurer une visibilité d'un partenariat avec une transformation business, alors qu'aujourd'hui, avec le digital, avec des KPI beaucoup plus orientés commerciaux, eh bien, on a une capacité à dire, ben voilà, vous avez investi tant, ça vous a généré directement tant de business. Et ça, c'est un point énorme pour l'avenir du sponsoring. C'est-à-dire que là, le sponsoring s'ouvre à de nouveaux budgets, c'est-à-dire les budgets commerciaux et les budgets marketing, et surtout, il acquiert une transparence, une compréhension qui est universelle. Hein. C'est-à-dire que aller faire comprendre à une boîte ce que ça lui rapporte un demi-point de notoriété, c'est très 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 compliqué. Alors que la personne, quand on lui dit, on vous a permis de générer tant de leads qualifiés et ça s'est transformé en tant de business concret, voilà, c'est factuel. Et votre DG, il comprend ce que ça lui a apporté à la fin de l'année. On n'enlève pas tous les aspects relationnels, tous les aspects de notoriété, tous les aspects de réseautage que peut apporter le sponsoring. Mais on a une base de travail maintenant, je trouve, avec ce digital qui nous a obligés à aller vers du plus concret, qui est très intéressante pour l'avenir de cette discipline et de cet outil. La pelleteuse a de l'avenir, quoi. La pelleteuse a de l'avenir. J'ai beaucoup aimé cette métaphore sur la pelleteuse et le fait qu'il faille quelqu'un dedans. Je vais breveter cette image. Ouais, c'est vrai qu'elle est très parlante. On prend souvent l'image de la voiture aussi, mais la pelleteuse, très 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 bonne image. Tu parlais du digital qui a accéléré effectivement peut-être les activations et la manière de le faire et le retour sur investissement, l'évaluation du retour sur investissement qu'on peut en faire. Le digital, c'est indéniable aujourd'hui. C'est au cœur de toute stratégie pour les organisations sportives, que ce soit les clubs, les ligues, les fédérations. Toi, c'est un sujet que tu traites aussi également beaucoup.
Pour toi, quels sont les véritables piliers digitaux qu'il faut avoir au sein d'une structure sportive afin qu'elle puisse toujours se développer, engager avec ses fans, générer du business, etc. Paradoxalement, en fait, pour être performant sur le digital, faut surtout être bien assis sur des choses qui n'ont rien à voir avec le digital. C'est-à-dire que la force du digital aujourd'hui, c'est la capacité qu'un community manager, n'importe quel community manager par exemple, a à se connecter de manière authentique et proche avec son audience. Et donc de créer un vrai lien relationnel. Sauf que ce lien relationnel, il ne peut être construit que si votre community manager, il sait déjà qui il est, mais qui il est en tant qu'entreprise. Donc comment il se positionne, quel discours il est en capacité de tenir, quelles sont les valeurs, quelles sont l'image, quelle est la marque, quelle marque il a. Et pour être performant sur le digital, une entreprise doit déjà être performante sur elle-même, sur la marque qu'elle est elle-même. Parce que sinon vous allez aller au gré du vent un petit peu. Votre community manager, il va pas savoir comment s'exprimer, quelle position adopter. Il sera quand même sur un siège très peu confortable. Donc ça, c'est la première chose, je trouve. C'est pour être performant sur le digital, il faut se connaître soi-même. Donc il y a une introspection à faire, une analyse à mettre en place une personnification de la marque très importante à mettre en place. Ensuite, sur les outils, j'ai envie de dire, il n'y a pas d'outils à privilégier. C'est très marrant parce que à partir du moment où on parle de digital, les gens pensent qu'ils ne font du digital que s'ils ont des nouvelles applications ou que s'ils ont des nouveaux outils. Alors qu'au bout du compte, vous pouvez utiliser le digital avec les outils qui existent déjà. Il y a des très très bonnes campagnes d'activation qui sont mises en place par les sponsors qui utilisent quoi? Qui utilisent Twitter et des hashtags. C'est tout. Il n'y a pas de grande innovation là-dedans. L'innovation, elle est surtout sur la manière, la stratégie que vous adoptez et comment vous impliquez les fans. Et alors, si j'avais un seul conseil à donner aux ayants droit et aux sponsors, c'est de dire la meilleure activation que vous pourrez mettre en place, en fait, c'est celle où vous en ferez le moins. Ce qui est important aujourd'hui, c'est de faire participer, c'est d'impliquer. C'est ce que ont toujours demandé les fans, d'ailleurs, dans le sport. Moi, je me souviens, dans mon mémoire, je mettais que la particularité de mon métier, de mon futur métier dans le sport business, c'était que j'avais un client fan qui, plus il participait à la production du produit que j'allais lui vendre, et plus il aimait le consommer. Et c'est de la même manière, vos activations, elles seront toujours plus performantes quand vous impliquerez les gens et quand vous leur ferez faire des choses. Et c'est vrai qu'on essaie toujours, quand on réfléchit des activations, on se dit « Ah, je vais faire ça, ça, ça ». Et ouais, sauf que si votre cible, elle ne fait que consommer, elle n'est que spectatrice de votre activation, il va y avoir une limitation très, 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 très forte. La force du digital aujourd'hui, c'est cette capacité qu'ont vos cibles à participer, à créer et utiliser cette force, utiliser cette nouvelle orientation de vos consommateurs qui deviennent tous des créateurs. Et jouer sur ça parce que derrière, ça veut dire que ce sont eux qui vont faire votre communication. Et vous allez juste allumer la mèche, faire l'étincelle. Mais c'est pas vous qui allez embraser toute la forêt, quoi, parce que vous n'avez pas l'énergie pour. Alors que individuellement, chacun de vos participants possède cette énergie. Ouais, c'est le user generated content, Ouais, c'est ce qu'on voit de plus en plus, et faire participer ces fans dans différentes campagnes, ou les faire toujours amener plus d'interaction entre le fan et l'organisation. Mais je sais que tu partages souvent des activations, des moyens qui permettent de les toucher plus en profondeur. Est-ce que tu as des exemples récents de ça ou pas? Moi, j'étais très marqué par tout le dispositif virtuel qu'a pu mettre en place la franchise des Warriors. Et là, pour le coup, tu utilises un outil qui t'ouvre un marché qui était un marché inexploité avant.
se dire que le client billetterie d'hier qui était essentiellement régionalisé, c'est-à-dire que c'est sûr que dans ta salle ne pouvaient venir que les gens qui pouvaient accéder en voiture quasiment à ta salle. Les Warriors avec la pandémie se sont dit mais en fait voilà, est-ce qu'une billetterie virtuelle me permettrait pas de vendre des billets pour mon match worldwide dans le monde entier? Et là je trouve que c'est complètement intéressant de se dire que tu crées quelque chose de nouveau grâce à un outil, un produit intermédiaire qui n'est pas le produit expérience que tu vis en salle, mais qui n'est pas non plus le produit je regarde le match dans un autre pays en direct ou en décalé. Tu arrives à créer une expérience qui est entre les deux, qui prend un petit peu du meilleur des deux, l'aspect social et l'aspect confort, et tu en ressors au bout du compte un nouveau marché, des nouvelles opportunités de revenus. Et puis une nouvelle manière aussi d'activer des partenariats, de te connecter à tes fans. Donc je trouve que ça, c'est là pour le coup, c'est vraiment un outil qui te permet concrètement, voilà, d'aller vers une nouvelle audience. Quand je dis que on peut faire des très bonnes activations sans aller vers les outils, je remets pas en question les outils. C'est pas vrai. Je dis simplement que il faut que les gens, faut pas que les gens pensent que c'est les outils qui vont faire pour eux. C'est-à-dire que les outils vont vous aider à aller plus vite, vont vous aider à être plus efficient, à optimiser votre temps, à cibler mieux. Mais si avant vous n'avez pas compris ce que vous êtes en train de faire, ça sert à rien. C'est l'outil, vous allez pas bien l'utiliser peut-être. Donc il faut être en capacité avant à tester ce qui est déjà accessible pour vous, pour ensuite aller vers ces outils qui vous permettent de booster votre performance, quoi. C'est vrai que la matière grise et l'intelligence que l'on peut amener en amont de l'utilisation de ces outils est très importante et je dirais même primordiale. Ça m'amène à un autre sujet que j'avais envie d'aborder avec toi. On a parlé de digital, de marketing, de sponsoring. On associe souvent l'utilisation de nouveaux outils avec une stratégie, la mise en place, tout du moins, d'une stratégie d'innovation. Pour toi, aujourd'hui, qu'est-ce qui fait qu'une organisation sportive est innovante? Pour moi, une organisation sportive qui est innovante aujourd'hui, c'est une organisation sportive qui est capable de se mettre à l'écoute de son client, capable de se mettre et de se remettre en question et tester des choses. Et pour tester des choses, il faut avoir confiance et collaborer avec des acteurs internes ou externes. Donc, c'est cette capacité d'écoute aussi avec des prestataires internes qui viennent vous présenter des choses nouvelles. Se dire que c'est pas parce que ça n'a jamais été fait ou c'est pas parce que ça n'a jamais fonctionné que ça ne peut pas fonctionner pour moi. Attention, vous êtes unique, hein. C'est souvent ça. Ce que j'aime beaucoup, c'est que les clubs de sport se vendent tout le temps comme des entités purement uniques. Mais par contre, quand vous venez leur proposer des choses qui sont nouvelles, ils vous demandent toujours, mais est-ce que les autres l'ont fait? Où est l'aspect unique quand on fait ça? Bon. Donc, il y a cet esprit d'ouverture. C'est la première chose à faire pour être innovant, parce que sinon, ça veut dire que vous êtes très conservateur, très protectionniste par rapport à vos acquis. Sauf que vos acquis, c'est un petit peu comme le pétrole, quoi. C'est-à-dire que quand vous avez consommé tout le pétrole, ça va se tarir au bout d'un moment. Et c'est vrai que c'est la même chose dans notre écosystème. On sent bien que le système dans lequel on fonctionnait avant, on a pompé tout le pétrole et qu'il faut aller vers autre chose. Et donc, il faut être innovant. Il faut accepter de ne pas être conservateur, de ne pas avoir d'œillère en se disant non, mais je veux continuer comme ça marchait très bien depuis 30 ans, 20 ans, je veux imposer mon modèle aux autres. Non. L'innovation, pour moi, les entreprises innovantes dans le sport, ce sont celles qui ont déjà la capacité de se remettre tout le temps en question. L'exemple, c'est la NBA, c'est très certainement une des plus grosses ligues sportives au monde, et ça reste celle qui est la plus innovante parce que c'est celle qui est le plus en capacité à se remettre en question et qui est la moins conservatrice, qui est la moins à protéger ses acquis. Moi, j'avais été marqué par le témoignage du fondateur du compte Instagram Oops of Highlights, je crois. C'est un mec qui créait que des petits contenus vidéo sur la NBA.
et qui avait une communauté d'1 million de followers, quelque chose comme ça. Et alors, en sauvage, hein, c'était interdit, il n'avait pas le droit de faire ça. Bah oui, ouais. Et, Il a et acheté les droits. ouais, il n'avait pas les droits. Et un jour, il témoignait, je sais plus dans quel article, et il témoignait, il disait un jour, il y a la NBA qui m'a contacté. Et il dit, j'avais les foies, quoi. J'avais peur parce que il disait, c'est foutu. Et il a été très surpris parce que la NBA lui a dit, comment on peut vous aider dans votre process de création? Comment on peut vous aider pour que vous ayez accès à plus de choses? Donnez-moi les contenus. C'est ça. Eh ben, c'est ça. Ils se sont branchés en direct. Et alors, le journaliste a interrogé les gens de la NBA en lui disant, mais ce mec-là gagne quand même de l'argent sur votre dos. Il n'a pas le droit d'exploiter vos images. Et la NBA a simplement répondu, mais il fait notre travail. Il fait notre publicité. Pourquoi vous voudriez qu'on empêche des gens de promouvoir notre produit? Et ça, c'est innovant. Ça, c'est cette capacité à se dire, je suis pas protectionniste, c'est qu'est-ce que tu es en capacité à toi m'apporter. Peut-être que je vais t'aider, mais voilà, je suis ouvert. J'ai un système, parce que la NBA aurait pu dire, non, non, mais moi, mes images, ça coûte cher à acheter. Ça, c'est un mode de revenu. Elle aurait pu être tout à fait protectionniste et avoir une approche conservatrice sur ses acquis. Au contraire, elle s'est projetée sur ce que ça pouvait lui apporter demain. Donc, cette capacité à envisager ce qui va se passer demain et ce que vous êtes en capacité aujourd'hui à m'apporter pour demain. Et peut-être qu'aujourd'hui, vous êtes rien du tout. Ce mec, c'était même pas son métier. Mais tu as créé quelque chose qui va m'aider et moi, je vais t'aider à continuer à créer ce qui va m'aider demain. Et ça, c'est être innovant. Et pour être innovant, justement, est-ce que tu penses que ça doit plus venir donc de ce que tu me dis, j'ai l'impression que ça doit plus venir de l'intérieur, mais aujourd'hui, tu sais, dans les organisations sportives, comme tu te disais, on est très conservateur, on a nos principales sources de revenus, les droits TV, le sponsoring, etc. On a des compétitions à assumer. Ce qu'on peut constater, nous, de l'extérieur, c'est que la plupart du temps, ces organisations, elles n'ont pas forcément les ressources, le temps pour se questionner et essayer d'avancer et d'innover. Donc, est-ce que tu penses pas que cette innovation, elle peut aussi venir de l'extérieur, de personnes comme toi, par exemple, consultant, ou comme nous à la source, puisqu'on le fait aussi, d'essayer voilà de faire bouger les lignes et changer les choses. Si, complètement. De toute manière, l'innovation vient de partout. Mais c'est vrai que quand je parlais de l'interne, c'est-à-dire que si en interne, votre position, c'est une position en mode conservateur, déjà, c'est que l'innovation ne pourra pas arriver, peu importe de qui ça soit, un stagiaire ou quelqu'un d'extérieur. Donc, la capacité d'être à l'écoute, c'est aussi être à l'écoute, voilà, des gens qui sont extérieurs, qui observent, qui sont pas forcément non plus des gens de votre milieu, et l'innovation vient pas forcément toujours du secteur. Alors, je vais prendre un autre exemple qui moi m'a marqué aussi. C'est ma femme travaille pour Solvay, c'est une grosse boîte industrielle chimie mondiale, et Solvay est sponsor de l'avion Solar Impulse de Bertrand Piccard. L'avion Solar Impulse, pour expliquer, c'est le premier avion à avoir fait le tour du monde en autonomie complète électrique. C'est-à-dire qu'il n'a pas besoin d'être rechargé, il se recharge tout seul et il vole. Et il fait le tour du monde comme ça. Bon, c'est quand même certainement aujourd'hui l'avion le plus innovant du monde. Donc là, on est vraiment sur l'aspect d'innovation. Et Bertrand Piccard, quand il a voulu construire son avion, parce que le mec, c'est pas un constructeur d'avion, il est allé voir des constructeurs d'avions. Et les constructeurs d'avions lui ont dit, c'est impossible, monsieur. Votre avion, il n'est pas constructible. On peut pas le construire, on peut pas le créer. Et ils lui ont dit ça parce que ils ont fait par rapport aux critères qu'ils connaissent. C'est des gens qui sont dans le milieu de l'aviation. C'est des gens qui construisent tous les jours des avions. Donc forcément, ils ont des repères. Et ils font par rapport à leurs repères. Alors que lui, ce qu'il leur demandait, Bertrand Piccard, c'est justement d'oublier leurs repères et de construire quelque chose qui n'existait pas. Au bout du compte, ce sont des gens qui construisent des bateaux, ont créé l'avion qui est aujourd'hui l'avion le plus innovant du monde. Pourquoi? Parce qu'il est allé les voir, Bertrand Piccard, et eux, ils lui ont dit, nous, on sait pas. Parce qu'on sait pas faire. Mais on va essayer. Et quand on dit on va essayer, ça veut dire qu'on fait quoi? Ça veut dire qu'on écoute. Ça veut dire qu'on comprend le besoin. On comprend le problème. Et on essaye d'y trouver une solution.
Et on n'arrive pas avec sa palette ou son panel de solutions toutes faites en disant ah ben non, ça rentre pas dans votre demande, elle rentre pas dans ce que j'ai à vous vendre. Voilà. L'innovation, c'est ça aussi. C'est cette ouverture. Et c'est vrai que souvent, tu as raison, c'est que ça vient souvent de l'extérieur. Ça vient souvent de l'extérieur. Mais il faut être en capacité à accepter. Très intéressant cette histoire sur Bertrand Piccard et cet avion autonome. Et je pense qu'effectivement, ça illustre bien l'ouverture d'esprit et la compréhension des besoins qu'on doit avoir avant de vouloir innover avec des nouveaux produits. En parlant d'innovation, bon, c'est pas tout récent non plus, même si la fame l'est beaucoup plus pour le coup. Qu'est-ce que tu penses des NFT et de tout ce qui tourne autour de la blockchain aujourd'hui? C'est un sujet qui est très trendy, on va dire. Mais j'aimerais bien avoir ton avis là-dessus, puisque encore une fois, tu fais beaucoup de veille, tu as dû lire beaucoup de choses dessus, et je suis sûr que tu as un avis très pertinent là-dessus. Donc j'aimerais bien avoir tes inputs et tes insights sur ce sujet. Ouais, ce qui est fou avec les NFT, c'est que, et la blockchain notamment, c'est que ça peut concerner tout, quoi. Moi, j'ai découvert la blockchain et les NFT. La blockchain, j'en ai grossièrement entendu parler avec les crypto-monnaies, mais je m'y intéressais pas énormément. J'ai commencé à m'intéresser à ce sujet avec NBA Top Shot, donc la plateforme lancée lancée pas par la NBA, mais dont la NBA est partenaire, qui vous permet, Labs, je crois. Ouais, voilà, c'est ça, qui vous permet d'acheter des highlights. Ouais. Et de les collectionner. Et je pense que comme tout le monde, je me suis dit au début, c'est complètement débile d'acheter des highlights que je peux voir 50 000 fois si je veux sur Twitter, quoi. Et au bout du compte, je sais plus qui expliquait ça, et il disait mais c'est pareil pour la Joconde, quoi. La Joconde, tu peux la voir 50 000 fois sur Twitter, mais la Joconde, il y en a qu'une. Et là, c'est pareil, il y en aura qu'une ou un nombre limité. Ah ouais, cet aspect d'authenticité, c'est donc il y a cet aspect de cryptage, cet aspect de toute cette authenticité, cette traçabilité qu'apporte la blockchain, c'est quelque chose qui peut complètement révolutionner l'industrie du sport. Je vais donner un exemple que je tire de ma newsletter. Z-Run, écosystème de course virtuelle, de chevaux virtuels. Voilà. Ah oui, j'ai vu passer ça. Ouais. Alors ça, je peux vous dire, ça a foutu mon cerveau en fusion, mais alors comme rarement. Et même à la fin, je me disais, j'arrivais pas à savoir si c'était fou, si c'était dangereux, où était la limite, et je me disais, mais on a quand même affaire là à un écosystème où qu'est-ce qu'on me propose moi en tant qu'utilisateur? On me propose d'acheter des chevaux virtuels créés par la blockchain. Quand je les achète, je connais de quoi? Leur race, leur pédigré, leur ascendance, donc et c'est tout, je crois. Je connais pas leur capacité à la course. Athlétique. Voilà. Si j'en fais rien, si je les entraîne pas, ils peuvent pas courir. Donc faut que je devienne aussi, au-delà d'être un propriétaire, faut que je devienne un entraîneur et que j'entraîne mes chevaux. Et ensuite, je les fais courir. Mais pour les faire courir, il faut que je les inscrive à des courses. Je paye pour que mon cheval s'inscrive à une course. Il court contre d'autres chevaux virtuels. Je gagne de l'argent de ces courses. On peut placer des paris sur ces courses worldwide. Et ce qui est très intéressant aussi, c'est que derrière, je peux faire s'accoupler certains chevaux. Je peux les entraîner les chevaux des autres. Je peux les vendre. Mais ça s'arrête pas là. C'est-à-dire que l'écosystème, il s'arrête pas là non plus. L'écosystème, il va où aussi? Vous voulez pas devenir un propriétaire de chevaux? C'est pas grave. Devenez un propriétaire d'hippodrome. Achetez un hippodrome, organisez vos propres courses. Et dans cet hippodrome, vendez du sponsoring. Et donc là, je me suis dit, mais bordel, tu recrées un écosystème virtuel, mais hyper virtualisé en fait, où tout un chacun peut créer sa propre écurie, tout un chacun peut créer ou devenir propriétaire de son propre hippodrome et recréer un système
sportif, mais complètement virtualisé grâce à la blockchain et sécurisé grâce à la blockchain. Et je me suis dit, mais si tu peux le faire pour des chevaux, mais pourquoi tu peux pas le faire pour des basketteurs, pour des franchises NBA, pour des clubs de foot? À la rigueur, qu'est-ce qui est plus compliqué? À partir du moment où tu as un athlète inné, il a des prérogatives naturelles qui lui viennent de ses parents. Il a une capacité athlétique, une capacité technique à jouer que tu connais pas, mais que tu peux développer avec de l'entraînement. Bah c'est pareil, tu peux le faire. Et donc là, Ouais, le champ des possibles est infini. infini, exactement. Et on se dit, bah voilà, on pensait vraiment que l'e-sport, voilà, ça allait être la prochaine révolution. Mais en fait, quand on aborde la blockchain de cette manière-là, l'e-sport, ça devient presque ringard. C'est presque ringard, en fait. On se dit presque que l'e-sport, c'est déjà dépassé. Et c'est Alors que alors que ça pas ne du tout. fait qu'arriver. Exactement. Mais en tout cas, la blockchain, c'est vraiment quelque chose de fou. Alors, il y a cet exemple-là, mais la blockchain peut avoir aussi une utilité très intéressante sur la traçabilité en billetterie. Aujourd'hui, Bien sûr. au bout Il du y a des compte, solutions qui s'en appuient fortement. Je ouais. pense à Secutix qui a développé un module autour de la blockchain et de plus en plus de ticketing providers l'utilisent. Bah, c'est hyper intéressant parce que vous tracez vraiment votre billet de A à Z. Alors, aujourd'hui, tout le monde dit que la richesse du monde, c'est la data. L'avantage de la blockchain, c'est qu'elle vous apporte une data qui est une data pure, une vraie data. C'est-à-dire que parce qu'aujourd'hui, vous pouvez avoir de la data, hein. Vous vendez votre billet sur votre site internet, la personne l'achète, vous avez déjà de la data, sauf que vous savez pas quand il vient au stade si c'est vraiment lui. Mhm. Alors qu'avec la blockchain, voilà, quand un billet NFT passe d'un téléphone à l'autre, vous savez dans quel téléphone il passe et à qui est le propriétaire de ce téléphone. Donc vous savez, vous connaissez vraiment la personne qui est assise à telle place. Et puis au-delà de tout ça, c'est à chaque fois qu'il y a une retransaction, c'est-à-dire par exemple une revente de votre billet, vous le savez aussi. Et vous savez à Mhm. combien il était revendu. Et pour savoir à combien il était revendu, bah, ça veut dire que vous pouvez peut-être avoir une petite commission dessus. Donc il y a aussi cet aspect de se dire je peux avoir des revenus billetterie qui grossissent aussi comme ça grâce à la blockchain. Donc je pense qu'on n'a pas fini d'en apprendre. Alors on a aussi vu les NFT euh, qui sont distribués avec les billets pour les jours de match. C'est un petit peu comme l'aspect de bobblehead physique quand vous venez au match, sauf que là, c'est est-ce que vous êtes vraiment venu au match? Si vous êtes vraiment venu au match, eh bien après on vous envoie un NFT unique et ainsi de suite avec un avantage. Voilà, donc la blockchain, c'est quasiment infini. Moi, je maîtrise pas du tout le sujet en termes techniques. J'ai eu des gens qui m'en ont parlé pour essayer de comprendre un peu. C'est très complexe quand même. Ouais. Mais à Mais ce qu'il partir faut du en retenir, moment c'est où que ouais, c'est vraiment infini et ouais. que ça va révolutionner la manière de fonctionner des organisations et du monde, hein, On en est clairement. qu'aux prémices, c'est vrai. Et il y a des apports à tous les niveaux, rien qu'en termes de sécurité pour les accès au stade. Quand vous savez qui est le porteur du billet, vous avez aussi des avantages en termes d'attentats, de choses comme ça. Mhm. Euh, rien que sur ça, je pense qu'on se rend pas compte de tout ce que ça peut apporter. Clairement. Et en parlant de prémices, et on s'oriente vers le futur, et ce sera ma dernière question, je pense, pour toi, Nicolas. Bon, je sais que personne n'est devin, mais comment vois-tu l'industrie du sport évoluer dans les prochaines années? Donc, au-delà de la blockchain et de ce qu'on vient de parler, est-ce que tu penses qu'il y a certaines tendances qui vont éclore? On n'a pas eu le temps de parler de la data, on n'a pas eu le temps de parler du e-sport, mais voilà, comment vois-tu l'industrie évoluer? Je pense qu'on va de plus en plus vers une industrie hybride et flexible qui va être en capacité à s'appuyer sur ce qui a fait ses forces depuis toujours, donc des choses très concrètes avec une présence très physique, mais aussi de plus en plus une capacité à se virtualiser, à offrir une expérience, un service à tout le monde. Euh, et là, pour le coup, on parle pas que des sports professionnels qui sont des organisateurs d'événements. On a aussi
le sport amateur a beaucoup à gagner avec la virtualisation. Que des millions de gamins se soient retrouvés chez eux sans possibilité de faire de sport parce que les salles étaient fermées. C'est aussi parce que on n'a pas eu une réponse digitale à leur apporter. Et je suis persuadé que demain, cette réponse digitale, on l'aura. C'est-à-dire que si dans 2 ans ou 3 ans, ce qui peut arriver, on a une nouvelle pandémie, un nouveau confinement, je suis persuadé que les clubs auront une réponse amateur à apporter à leurs licenciés en leur proposant une activité qui sera pas la même que l'activité physique en salle, mais une activité adaptée pour que nos gamins ou nos licenciés continuent à pratiquer chez eux, continuent à avancer dans leur pratique chez eux. Et je trouve que voilà, on va de plus en plus vers une flexibilité, un secteur qui va devenir de plus en plus hybride. D'accord, très intéressant. Ouais, je partage à 100% ton avis. Écoute, Nicolas, je pense que on arrive à la fin de cet épisode. Est-ce que tu as un dernier mot à dire ou est-ce que tu souhaites partager quelque chose en particulier? Oui, je souhaite juste revenir sur un point, c'est que quand j'ai évoqué le terme client pour parler des fans, tu as Ouais, réagi en disant que tu aimais beaucoup plus parler de fans et je suis complètement d'accord avec toi parce que je suis un fan moi aussi. Mais pourquoi je parle de client? Parce que je trouve que c'est hyper compliqué aujourd'hui de définir ce qu'est un fan. Et tout le monde se bat pour cette définition et personne n'est capable de dire ce que c'est un fan. Alors que client, on sait. Et surtout, on sait ce qu'on a à faire par rapport à un client. Il faut l'écouter, répondre à son besoin. Et c'est pour ça que j'utilise maintenant, aujourd'hui, le terme client pour parler des bien. fans. Ça n'a pas du tout une approche péjorative. Au contraire, c'est parce que dans mon esprit, il faut qu'on se mette à l'écoute de ces gens-là. Il faut qu'on comprenne ces gens-là. Il faut qu'on se tourne vers eux. Et je trouve qu'utiliser le mot client, dans l'esprit, ça nous oblige tout de suite à le faire. Alors que quand on parle de fans, on pense que c'est trop facilement des gens acquis qu'on va consommer. Très clair. Merci, merci Nicolas pour cet échange. C'était super intéressant et super enrichissant. J'ai pris beaucoup de plaisir à discuter avec toi de Hello Sports Biz, ta newsletter, comment tu vois les choses dans l'industrie et les dernières tendances. J'espère que tu as passé un bon moment aussi avec moi. C'était plaisir partagé, Alexandre, et merci beaucoup pour l'invitation. Écoute, j'espère qu'on pourra se reparler dans un an et voir si tout ce dont on a parlé, notamment autour de la blockchain, se concrétise. D'ici là, je te souhaite plein de bonnes choses avec ta newsletter Hello Sports Biz et peut-être l'émergence d'une plateforme où tu recenseras encore plus de news, où tu mettras plus ton avis un peu sur différents sujets. Et merci beaucoup. Merci à toi et écoutez, je peux juste inviter les auditeurs à aller s'abonner s'ils le souhaitent. Avec grand plaisir. Allez, salut. Merci, Salut au à tous. revoir. Le corner.